Eh bien, en regardant cette carte routière, je m'apercevais que ces merveilles dont j'avais entendu parler ne se trouvaient qu'à quelques kilomètres de chez moi. Elles me découvraient une vallée, un paysage extraordinaire. Certes, si la distance en kilomètres était insignifiante, le temps pour grimper au sommet, lui, était tout de même digne de considération. D'autant plus que la vue exceptionnelle sur la vallée méritait d'avoir souffert les méandres de la route. La forêt est plantée de nombreuses essences, mais principalement de châtaigniers et de chêne-liège. Il faut savoir que 7 années sont nécessaires pour régénérer l'écorce du chêne après qu'il ait été découpé. Malheureusement, beaucoup de chênes-lièges sont atteints de maladies dues à la grande sécheresse des dernières années, qui donnent une écorce de mauvaise qualité et rendent impossible leur exploitation. Le mont Coudon se profile à l'horizon. C'est le 2e sommet du massif des Morts et culmine à 702 mètres. Ce sont maintenant les îles de Porquerolles, Porquerolles et l'île du Levant qui défilent sous nos yeux. Cette chapelle fut construite en 1844 et l'hôtel inauguré le 5 juillet 1853. À l'entrée se trouve un cloître avec des chambres destinées aux pèlerins. Il date de 1900 et constitue le seul vestige de la tentative d'agrandissement de la chapelle en 1857. Dans l'unique nef, on découvre une vierge en noyer du XVIIe siècle et de nombreux ex-voto peints sur toile, bois ou tôle. Le plus ancien date de 1685 et le plus original est un crocodile, don de Jules Gérard, natif de Pignan, surnommé le tueur de lions, une figure du XIXe siècle qui aurait servi de modèle, dit-on, à Alphonse Daudet pour écrire son Tartarin de Tarascon. Le culte de Notre-Dame de Pignan remonte à l'époque mérovingienne et la chapelle a toujours fait l'objet de pèlerinages dont l'origine trouve sa source dans une légende rapportée au XIe siècle. Un berger qui surveillait son troupeau fut attiré par les agissements de son chien qui, au lieu de s'occuper des bêtes, les abandonnait régulièrement, s'échappait en courant et s'asseyait sur une crête qui dominait la forêt. L'endroit résonnait durant des heures des aboiements bizarres de l'animal, et là, dans les broussailles, au pied du rocher, le berger découvrit une statue, main jointe, et le visage rayonnant de joie, en même temps que d'une douce majesté. Notre-Dame resta là. Puis, les gens vinrent intrigués par la découverte, afin d'enlever la statue et de l'apporter dans l'église du village. Hélas, la bonne Vierge voulut repartir et le jour suivant, on la retrouva sur la montagne, au pied du même rocher où le berger l'avait découverte. Face à cette volonté évidente, les villageois décidèrent de construire une chapelle pour abriter la statue à l'endroit même où on l'avait trouvée. Le monastère de la Verne est une ancienne chartreuse du XIIe siècle dont l'architecture est conçue pour favoriser la vie de prière dans la solitude et le silence. Des moines chartreux au XIIe siècle, puis des moniales de Bethléem, de l'Assomption de la Vierge et de Saint-Bruno à partir de 1963. La porterie est une salle qui servait uniquement de stockage pour les légumes, fruits et diverses réserves. La chapelle d'adoration à laquelle nous accédons par un escalier taillé en pierre est l'ancien vivier des moines. Le monastère est construit sur un promontoire rocheux. La raison de ces contreforts n'était pas de construire un château fort, mais un lieu de prière. La construction de ces remparts élevés était nécessaire pour construire une surface suffisamment plane permettant l'implantation des bâtiments, et elle permettait en même temps de limiter les intrusions de l'extérieur.
En accédant à la tribune de l'église romane, nous pouvons admirer le petit cloître du XVIIe siècle avec ses magnifiques arcades en serpentine. Le petit cloître permet aux moniales de se rendre en procession de l'église au réfectoire les dimanches et les jours de fête où elles prennent leur repas ensemble. L'église romane s'écroula au XVIIe siècle. Il ne restait plus que le mur nord, une partie du clocher et de l'amorce de l'abside en cul-de-four. Par une des fenêtres, vous apercevez le grand cloître de Solitude. C'est là le cœur du monastère. Autour des galeries de 90 mètres s'ouvrent les cellules dans lesquelles les moniales, après tant de générations de moines chartreux, demeurent dans la prière, la solitude, le silence et le sacrifice, offerts pour la gloire de Dieu et l'amour de chaque homme sur la terre. Elles sont aujourd'hui au nombre de 27, dont 13 moniales de solitude vivent en isolement total. Cette cellule de solitude est le lieu où le moine prie, vit, travaille, dort et se nourrit tous les jours de sa vie, hormis les 2 célébrations liturgiques quotidiennes qui se déroulent à l'église. Le jardin d'une cellule n'est pas de grande taille, mais il doit permettre aux moines solitaires d'être au contact avec la nature. La hauteur des murs est un moyen de préserver sa solitude. Voici maintenant l'huilerie. Les olives arrivaient par des charrois à l'étage au-dessus et tombaient directement dans la première mare pour être écrasées. La première pression donne une huile d'olive vierge. Dans la deuxième mare, on rajoutait de l'eau, ce qui permettait d'avoir une huile de seconde qualité. Et la troisième servait pour l'éclairage des lampes à huile. Le cellier. Cette très belle pièce voûtée, pavée à l'ancienne, a été reconstruite en 1991 par des bénévoles aidés par un maçon d'une entreprise des monuments historiques et un charpentier bénévole. Vous pouvez vous y asseoir et prendre le temps de recevoir la beauté et le silence de ce volume du XVIIe siècle où le grand Christ d'inspiration espagnole rappelle qu'il est le maître de ce lieu consacré depuis 8 siècles à la prière.